Donc, je voulais faire juste un gros merci de la part de tous les Orléanais à Denis Agré, qui nous a quand même épatés pour l'engagement et la force d'esprit, la force mentale. Quand on fait 650 km quasiment, je crois que c'est ça. 700. Presque, 700 alors. Donc voilà, je vous laisse vous présenter, voilà, au cas où il y en a encore qui ne sachent pas. Oui. Je vais commencer peut-être. Oui, j'avais préparé mon intervention avec Julien Devilliger. Vous voulez parler des risques NRBRC. Enfin, qui est un cardiologue. Cardiologue suspendu aussi. Il travaille. Et puis, au pied levé, Denis va essayer de me houspiller. Alors moi, j'ai vu tout à l'heure, Chloé parler de Genève. Moi, je vais vous parler de mon expérience qui tourne autour de l'Afrique, parce que je suis un vieil Africain. J'ai commencé ma carrière de dentiste d'abord au Vietnam, sous les bombes, et puis ensuite longtemps au Congo, et pendant la crise du sida en 1982. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois les personnels du CDC d'Atlanta, dont le professeur Jonathan Mann, qui est devenu plus tard M. ONU-SIDA à Genève. Donc, mon cheminement s'est construit, enfin du moins ma réflexion sur les vaccins, sur la virologie, sur la guerre bactériologique s'est construite à partir de ce moment-là. Et j'ai donc 40 ans d'expérience africaine. Aujourd'hui encore, j'étais au Salon dentaire de Paris où j'avais tous mes partenaires africains qui étaient là. Donc, je vais donner un éclairage différent qui vient de mon expérience des laboratoires de haute sécurité bactériologique qui existent en Afrique. Tu veux dire quelque chose, Denis ? Bonsoir déjà. Oui, bonsoir, excusez-nous. Donc, pour ceux qui ne m'ont jamais vu, je m'appelle Denis Agré, je suis médecin. J'ai fait, on va dire, 15 ans d'urgence et j'ai aussi une spécialité en santé publique. Je suis praticien hospitalier en santé publique. Bien évidemment, depuis janvier 2021, je ne peux plus travailler. J'ai fait une tentative dans un cabinet de médecine générale en septembre 2021, mais il a fallu partir. Je suis clairement harcelé par des institutions qui s'appellent le Conseil de l'Ordre ou la justice. Voilà. Ça, c'est vraiment juste très résumé. Juste un mot sur les suspendus pour rebondir là-dessus. Alors d'abord, juste aussi une chose que vraiment, merci à tout le collectif, à Sarah, à tous ceux qui ont organisé ça. On a fait Villeneuve-les-Avignon, on a fait 2-3 congrès. Franchement, le niveau, il monte tous les jours. Là, on a quasiment l'impression d'être sur un plateau télé. Moi, j'attends qu'on y passe réellement un jour. Ça, c'est pour la petite touche ironique. Alors, sur les soignants suspendus, et sur les suspendus dans leur totalité, parce qu'en fait, bien évidemment, il n'y a pas que des soignants qui sont suspendus. Et franchement, c'est une honte. C'est une vraie honte de la part de nos dirigeants, et y compris des députés, qui jouent à un jeu de dupes, pour ne pas dire de nupes, devant les citoyens français. J'ai donc traversé une petite partie de la France en vélo depuis samedi dernier. J'ai fait Montpellier-Orléans. Et merci. Et tous les soirs, je me suis arrêté tous les 100 km à peu près dans un village ou une petite ville. Et j'ai rencontré des gens, des parents en l'occurrence, qui ont un travail pour lesquels ils ont travaillé dans leur jeunesse. Ils ont obtenu un diplôme, que ce soit un diplôme de soignant, de médecin, d'infirmier, de sage-femme, d'aide-soignant, d'AMP, et puis bien évidemment de pompier, mais aussi d'autres métiers de toutes sphères. Ce qu'on oublie aussi, parce qu'on dit 130 000 suspendus, c'est que ces parents qui ont un travail ont des charges, ont des prêts, et plus que ça encore, ils ont des enfants. Moi, j'ai vu, par exemple, une sage-femme qui est suspendue, qui n'a pas de salaire, qui vit avec son mari qui a un salaire d'instituteur et qui a 4 enfants à charge. J'ai vu une infirmière et une aide-soignante qui ont 3 enfants à charge. Des enfants qui regardent leurs parents complètement interloqués, des parents qui ont un courage gigantesque.
il est bien évident que le jeu vraiment assez médiocre, on va dire le jeu de théâtre assez médiocre que jouent ces députés à l'Assemblée nationale est pitoyable vu de la part d'un père de famille, d'un citoyen français qui a des enfants à nourrir. Hier soir, j'ai fait un petit tweet en disant que le fait de réintégrer ou de redonner un travail digne à des citoyens français, ce n'était ni une affaire de droite ou de gauche, c'est juste une histoire d'humanisme et de bon sens social. Alors, j'espère que demain, bien évidemment, peut-être qu'enfin, on aura des députés de droite ou de gauche qui s'allieront et qui feront passer cette loi pour qu'une bonne fois pour toutes, les soignants et tous les autres salariés soient réintégrés et aussi qu'on les indemnise de 1 an et demi de même pas de chômage, de non-droit social, et c'est une honte de vivre ça collectivement. Voilà, en préambule. C'était un petit coup de gueule gentil, et après on va parler des virus. Les virus. Alors, oui. Il faut comprendre que la recherche en virologie est étroitement liée à la recherche des armes bactériologiques. Du moins, les États sont chargés de mettre en place, face à des risques d'agression bactériologique, des mesures de prévention et des mesures de tests et des mesures de traitement ou de prévention, donc par les vaccinations. Parce qu'on a considéré que le virus, dès qu'il y a virus, le seul remède contre une attaque virale serait des vaccins. Donc, il y a des règlements internationaux qui interdisent normalement la recherche sur les armes bactériologiques. Sauf que ces recherches n'ont jamais cessé nulle part et continuent toujours sous couvert de différentes excuses, par exemple les risques de virus émergents. Mais comment se fait-il qu'un virus devienne soudain pathogène? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les virus sont des agresseurs nés, ou bien est-ce que et comment parviennent-ils à infester les organismes? Sinon, par comment pourrais-je dire, des effractions quand ils parviennent à franchir la barrière d'espèces et des choses comme ça. Donc, il faut comprendre que cette recherche virale, qui a été longtemps financée sur des budgets militaires, dans le monde entier, en Grande-Bretagne, c'est assez flagrant. Il y avait un laboratoire qui s'appelait le laboratoire de Porton Down, qui avait infesté une île d'Écosse qui est inhabitable maintenant suite aux recherches qui ont été menées pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ces recherches, je vous dis mon parcours, quand je suis arrivé à Kinshasa dans les années 80, où j'exerçais, du jour au lendemain, mon cabinet a été vide parce que le personnel américain qui venait se faire soigner chez moi ont été interdits de se faire soigner, et parce que tout d'un coup, il y a un virus émergent qui est arrivé. C'était ma première expérience. J'étais encore à ce moment-là convaincu que la vaccination pouvait être un outil de santé publique efficace, mais je n'ai pas fait la relation tout de suite. Cette relation entre guerre bactériologique et recherche virale, enfin du moins et vaccination, est née dans les années 94, après un premier séjour en Côte d'Ivoire, où j'avais été envoyé par la coopération allemande pour faire la réhabilitation du programme élargi de vaccination de Côte d'Ivoire. Puis ensuite, j'avais fait une deuxième mission au Sénégal pour la réhabilitation des centres de santé primaires. Et puis là, tout d'un coup, j'ai bien compris que la vaccination n'était pas obligatoirement l'outil idéal et que se cachait derrière tout cela des choses un petit peu suspectes. Et c'est en 97 où j'ai rencontré un auteur américain, un confrère d'ailleurs dentiste, qui a écrit un ouvrage qui s'appelait Emerging Viruses, AIDS and Ebola, Natural, Accidental or Intentional, c'est-à-dire virus émergents, sida, Ebola, nature, accident ou naturel, accidentel ou intentionnel. Bon, cet ouvrage que j'ai fait traduire en français, qui a été édité dans les années 97, a fait un rappel historique de cette recherche et comment, en 1969, à l'heure où l'on marchait sur la Lune, enfin supposé, il y a une réunion qui s'est tenue au département de la Défense américain et avec
ministère de la Santé. Et au cours de cet entretien, il était demandé combien de temps faudrait-il, est-ce qu'il est possible de créer un virus capable de détruire les défenses immunitaires et contre lequel aucune thérapie ou aucune prévention ne serait possible. Et le ministère de la Santé a dit oui, ce serait possible. Et ça, c'est le ministère de la Défense qui demandait au ministère de la Santé. Et combien de temps ça prendrait, combien faudrait-il d'argent pour développer un tel virus? Alors, il faudrait 10 ans et 10 millions de dollars. Et c'est à partir de ce moment-là que, sous couvert de la guerre contre le cancer faite par Nixon, on a développé tout un tas de programmes de recherche pour la mise au point, pour comprendre la possibilité d'infester par des virus composites ou bien produits en laboratoire. Et donc, la recherche de ce docteur a permis de tracer le financement, et c'est là qu'on découvre que Gallo et Montagnier et d'autres étaient un petit peu travaillés ensemble pendant de nombreuses années. Alors, les relations entre Gallo et Montagnier, quelqu'un d'autre pourrait en parler mieux que moi, mais moi, toutes ces révélations aussi m'ont été faites par le professeur Beljanski, certains d'entre vous le connaissent peut-être. Et donc, le professeur Beljanski, en 1973, par exemple, était intervenu à un congrès à Baltimore sur justement la recherche virale et puis la pathogénicité, etc. Donc, pour vous dire un peu ça, c'est comme ça que je suis rentré dans la réflexion vaccin et guerre bactériologique. Et je voudrais surtout vous citer un exemple bien précis, qui est celui de l'épidémie d'Ebola en 2014. Alors, cette épidémie d'Ebola, qui est survenue essentiellement, il faut savoir que... Dont on se souvient tous, ils avaient fermé tous les aéroports, mis des pédiluves dans tous les aéroports. Voilà. C'était la fin du monde. Voilà. Sauf que on est encore là. La fièvre hémorragique, la maladie, l'Ebola, c'est une fièvre hémorragique. Il y en a les fièvres hémorragiques, il y a Ebola, la fièvre jaune, Lassa et Marbourg. Oui. Alors Marbourg, c'est aussi une infection de laboratoire. Donc, je disais... où est-ce que j'en étais? Oui, alors Ebola, c'est une maladie qui a été décrite la première fois le long de la rivière Ebola, qui est entre le Soudan et le Congo, Zaïre à l'époque, et les premières épidémies d'Ebola n'ont jamais fait plus de 500 victimes. Et puis, mais ce dont on s'est aperçu depuis, c'est que du côté congolais, c'était toujours dans le sillage de recherche menée par le Centre des maladies tropicales d'Anvers, et du côté ougandais, menée dans le sillage de ce laboratoire de Porton Down, de mauvaise réputation, qui était dans le laboratoire qui travaillait sur le développement d'armes bactériologiques au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc, et tout d'un coup, les rares flambées épidémiques qui ont eu lieu autour de la rivière Ebola n'ont jamais fait plus de 500 victimes. Sauf qu'en 2014, il y a eu une épidémie d'Ebola qui, a posteriori, a fait plus de 30 000 victimes. Pas 30 000 morts, mais 30 000 victimes, etc. Et où cette épidémie a-t-elle eu lieu? À 5 000 km de l'épicentre de la maladie endémique. Pourquoi? Eh bien, on s'est aperçu, quand j'ai appris cette histoire en 2014, j'ai fait quelques recherches sur Internet et en quelques heures, j'avais découvert l'existence de ce laboratoire de haute sécurité biologique de Kenema, qui était financé à hauteur de 7 500 000 $ pour faire un consortium de recherche sur les fièvres hémorragiques. Et ce consortium de VHFC, Hemorrhagic Fever Consortium, réunissait l'université de la Nouvelle-Orléans, une société canadienne qui s'appelait Corgenix qui développait des tests, une société Techmira, et vous aviez d'autres partenaires, dont j'ai oublié le nom tout d'un coup, j'avais préparé un PowerPoint que je n'ai plus. Mais en attendant, tout ça avec des financements du ministère de la Défense américain. Et si on retrouve... et si on recherche bien, tous ces financements provenaient de budgets militaires de la part des États-Unis.
Et ces recherches, qui ne pouvaient plus être faites aux États-Unis, ont été déléguées dans des pays comme l'Afrique. Et aujourd'hui, on découvre que pour le Ebola, pour le Covid, c'était en Chine, mais on découvre aussi depuis ces derniers moments qu'il y a énormément de laboratoires en Ukraine où ce type de recherches sont aussi menées. Donc, je vous dis, en 2014, j'ai pu, en quelques heures, identifier des centaines d'articles sur l'Ebola, comment on parvenait à infester les hommes, comment on parvenait à faire infester les gens. Et autour de Kenema, il y avait de petits centres qui allaient de la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, où il y a eu des flambées épidémiques. Et ce que j'ai compris à l'époque, c'est que ces flambées épidémiques ont provoqué des révoltes des populations sur lesquelles on faisait ces tests. Et alors, compte tenu de ces révoltes, ça c'est mon interprétation, je n'en ai pas la preuve formelle, mais néanmoins, on a déclaré la pandémie d'Ebola, le risque épidémique. À partir de ce moment-là, on a pu mettre en place un contrôle militaire. L'armée américaine est intervenue et ça a fait cesser les révoltes. Et puis quelques mois après, au mois de septembre, on a déclaré la fin de la pandémie. Bon, enfin, ça, ce petit clin d'œil, c'est pour vous expliquer comment en 2016, en 2020, janvier 2020, moi j'ai été infesté du Covid en 2019, je l'ai su a posteriori, mais j'étais tellement malade que si c'était intervenu 4 mois plus tard et si j'avais dû aller à l'hôpital, je serais probablement mort. Mais en attendant, j'ai survécu parce que, grâce à Dieu, j'ai eu des traitements parce que je milite, je suis pour une médecine holistique et non agressive, et il y a des traitements non agressifs qui sont très efficaces contre le Covid. Ce que je veux dire, c'est que le 16 janvier 2020, quand les premiers échos d'une nouvelle pandémie survenaient en Chine, j'étais en train de préparer le bulletin de la Ligue nationale pour la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, dont je suis le président, et j'avais fait la couverture du journal en illustrant avec un homme avec une combinaison de protection contre les risques bactériologiques, en train de préparer une seringue, et j'avais marqué 2020 action ou soumission. Ça, c'était en janvier. Et le 15 janvier, mon fils me dit « Papa, qu'est-ce que tu penses de cette question de coronavirus en Chine ?» Oh, je dis « T'inquiète pas, regarde s'il n'y a pas un laboratoire de sécurité biologique à Wuhan, en Chine. » Et ça s'est avéré exact. Et le 30 janvier, je me trouvais à Strasbourg pour un entretien à propos de l'affaire Wawrinka, qui devait être jugée à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, avec une personne qui a longtemps travaillé sur le sida. Et je lui dis, René, moi, je trouve ça un peu bizarre, cette histoire de coronavirus. On me dit, t'inquiète pas, tu vas voir, ça va être comme le H1N1, ça ne va pas durer longtemps. Eh bien, nous sommes toujours dedans, et pire encore. Donc, ce que je veux expliquer... Nuance, ils sont encore dedans. Et ils sont en train de s'empêtrer, oui, ils s'en mêlent les pinceaux, c'est évident. Mais enfin, ce que, je veux dire, mon expérience démontre que cette recherche... Alors, le virus en soi n'est pas obligatoirement la chose que l'on doit craindre, mais c'est justement l'exploitation de la peur, et ça on le voit très bien. On va en dire un mot. On va en dire un mot. Oui, alors comme je dis, moi je suis président de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations parce que je ne suis pas contre les vaccins, parce qu'il y a 2 vaccins auxquels je travaille, au développement duquel je travaille, c'est le vaccin contre la peur et le vaccin contre la connerie. C'est très très bien. Je travaille activement dessus. Pardon ? Je travaille activement dessus avec Jean-Pierre en collaboration. Merci. Voilà, on vient de sceller une alliance humaine et fraternelle. Voilà, donc je ne sais pas si ce raccourci vous a donné un éclairage différent. Je ne suis pas de ceux qui ont été éclairés par la crise Covid, mais à aucun moment, si vous voulez, je n'ai plongé dans le narratif.
C'est ce qui a fait ma force, peut-être aussi. Et Voilà, merci. Je vous dis un petit mot. Vas-y. En réaction. Ouais. Je reprends mes petites notes. Ça va? Oui. Vous n'êtes pas endormi? Vous voulez vous lever pour voilà, un peu de gymnastique. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cette heure-ci, on va en parler. Qu'est-ce qui se passe à cette heure-ci, vous savez, dans votre cycle biologique? Ah voilà. Et pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a un cycle du cortisol naturel. Et le cortisol, à partir de 22h, 23h, il baisse. D'accord? Il baisse. Et à 5-6 heures du mat, il augmente. D'accord? Et ça a une importance colossale. Pourquoi? Parce que le cortisol, c'est une hormone qui régule, entre autres, tout ce qui a trait à l'immunité. Et quand on a trop de cortisol, par exemple, quand on prend des corticoïdes au long cours, on a une immunité cellulaire abaissée et on est plus susceptible d'attraper des infections. D'accord? Alors, je vais vous parler de l'immunité. Alors, il y a un grand jeu qui s'appelle Koh-Lanta, où on échange un bâton d'immunité. Vous avez entendu parler. Il y en a qui pensent qu'ils ont une immunité parlementaire. Je pense qu'elle ne va plus leur servir très longtemps. Alors, qu'est-ce que c'est l'immunité individuelle? Dans tout ce parcours, je me suis mis un jour à prononcer un mot assez incroyable qui résonne beaucoup. J'ai appelé ça la souveraineté en santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque individu est responsable de sa santé individuelle. Ça questionne l'histoire des choix. Pour faire des choix en conscience, des fois, il faut déjà avoir la possibilité de les faire et de ne pas trop être abaissé psychologiquement. Juste pour répondre au monsieur sur l'histoire de ces députés qui font les fanfarons encore hier soir à l'Assemblée nationale, c'est aussi pour faire peur encore aux soignants et les garder dans une unité basse et, si possible, les rendre tristes pour que, pourquoi pas, éventuellement, s'il y en a quelques-uns qui se suicidaient, ça les arrangerait. Ça tombe mal, on est solidaire, on est là pour se soutenir et on active juste la colère nécessaire pour continuer la lutte active. Alors, j'en viens à ce que c'est que l'immunité individuelle. Si on a une bonne santé individuelle et qu'on a une somme des immunités individuelles, eh bien demain on aura une immunité collective très importante. Est-ce que pour autant il faut être tous vaccinés? Apparemment, ça ne marche pas très bien. Alors vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, attendez, je me mets debout parce que je ne sais pas trop pour les caméras, je suis venu en vélo. Il y a quelques années, moi j'adore le sport, moi, c'est un truc que j'ai toujours fait du sport. Il y a quelques années, j'ai eu un professeur de nutrition du CHU de Grenoble, donc c'est pas non plus n'importe qui nous a fait un cours sur la nutrition et aussi sur la dénutrition. Il y a quelque chose de fondamental à comprendre. C'est quand on a un rapport masse grasse, trop de masse grasse et pas assez de masse protéique, de masse musculaire, eh bien on a une immunité cellulaire qui est plus faible. On est plus à même d'attraper des infections. On l'a très bien vu avec cette histoire de coronavirus ou de Covid. Dans les rapports de Santé publique France, une grande partie des gens qui étaient malades en 2021, voire qui allaient en réanimation, voire qui décédaient, vous regarderez, c'était des gens qui avaient du surpoids ou de l'obésité. D'accord ? Et plus vous avez une masse protéique musculaire élevée, plus vous avez une immunité qui est augmentée. Alors, ça ne les arrange pas qu'on ait une immunité individuelle. Ça ne les arrange pas qu'on ait une bonne immunité individuelle. Pour la simple et bonne raison que vous n'allez pas consommer beaucoup de médicaments, consommer beaucoup de soins, aller beaucoup à l'hôpital, faire beaucoup de radio, faire beaucoup de chimiothérapie, faire beaucoup de scanners et d'IRM et consommer des consultations médicales.
Chloé a parlé tout à l'heure de Gavi. Gavi. Moi, je ne connaissais pas ce mot il y a encore 2 ans. Une belle institution qui veut vendre des vaccins. Alors, si vous n'avez pas vu, franchement, moi ça m'a encore complètement changé. Je vais employer un gros mot, mes croyances ou mes connaissances, je ne sais plus comment il faut les appeler, parce que j'ai grandi dans la médecine et j'ai appris une certaine connaissance. On m'a dit que c'était bien de vacciner, ce que je faisais toujours. Gavi, il y a une anthropologue qui a dit dans un film qui est passé sur Arte. Donc Arte est devenu un média complotiste. Je dis ça un peu ironiquement. Vous tapez des vaccins et des hommes. Alors c'est plus en streaming, mais je pense qu'il faut payer pour le voir. Il est sur YouTube. Des vaccins et des hommes Arte. Et vous regardez ça, ça dure 1h30. J'ai isolé une séquence de 10 minutes que vous avez sur Instagram Denis Agré et que vous avez aussi sur Telegram. Vous tapez Denis Agré avec vous. C'était avec des smileys par rapport à un certain président qui avait dit avec vous. Voilà. Donc il y a une séquence de 10 minutes des vaccins des hommes. C'est éloquent. Et il y a une anthropologue de Gavi qui dit une chose stupéfiante. Nous avons rendu les populations dépendantes au vaccin. On vous parle de dépendance, comme dans une toxicomanie. Comment se sevrer des vaccins? Comment ne plus être dépendant? Ils veulent vendre des vaccins. Dans des vaccins et des hommes, sur Arte, il y a une séquence qui dit, stupéfiant, moi je suis bouche bée devant ce genre de phrase, la peur fait vendre. Mais franchement, c'est moi en tant que médecin qui ai grandi dans la médecine, qui ai appris à diagnostiquer des maladies, à prescrire des examens complémentaires, des traitements, d'entendre la peur fait vendre. Mais qu'est-ce qu'on doit vendre? Et ça, moi j'avoue que pour moi c'est une ignominie. Alors j'en reviens à l'histoire de l'immunité. Plus on a une immunité individuelle, moins on a un risque d'attraper des infections. J'ai eu plusieurs expériences personnelles. Quand j'étais urgentiste, j'ai fait 15 ans d'urgence. En hiver, j'étais un bon médecin qui écoutait bien les institutions, j'ai fait les vaccins contre la grippe. Alors, entre autres, on en parlera, quand vous êtes urgentiste, vous ne dormez pas bien, vous êtes fatigué, vous êtes stressé. Et cet hiver-là, j'ai fait une pneumopathie. Je pense que j'ai mis 15 jours à guérir. Et bien évidemment, j'ai pris des antibiotiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait une pneumopathie avec un virus, on fait une surinfection bactérienne. Et qu'il faut prendre les bons antibiotiques. Je dis au passage, une pneumopathie à pneumocoque, il faut prendre en priorité de la pénicilline. C'est des recommandations, amoxicilline, 1 gramme x 3 pendant 5 jours. Et si on fait une pneumopathie un peu plus grave, de l'augmentin. J'accélère. Non, mais c'est hyper important de développer ça. Alors, si vous avez une bonne immunité, si vous êtes fatigué, par exemple, si vous êtes stressé comme depuis 2 ans, que vous avez de la peur chronique, vous avez, et notamment dans le camp de ceux qui sont extrêmement vaccinés, 3 doses, 4 doses, ils ont encore une peur maladive. Et en psychiatrie, ça s'appelle de la paranoïa. Et très probablement, tous ces gens que vous voyez encore avec des masques dans la rue, ils ont profondément peur d'attraper encore ce virus. Bien évidemment, si vous faites du sport, si vous vous alimentez bien, et si vous ne fumez pas trop, ou si vous n'avez pas trop d'alcoolisme chronique, parce que l'alcoolisme chronique, ça fait baisser l'immunité cellulaire, et bien en fait, vous allez bien. Le mauvais sommeil, ça participe ou le stress chronique, ça participe à avoir une cortisolémie diurne plus élevée, et donc à avoir une moins bonne immunité cellulaire.
Et si on arrive à tous se challenger individuellement et collectivement, et qu'on arrive, je vous dis un chiffre par exemple, à 80% de population en bonne santé, eh bien en fait, on a plus ou très peu besoin de vaccins et très peu besoin de recours aux médicaments ou aux hôpitaux. Et ça, moi je dis depuis le début, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assises, puisque tous les jours on monte en niveau de conscience et on a de moins en moins besoin d'eux. Voilà. Et vous pouvez me poser une question. Alors juste un mot sur les laboratoires P4, parce que j'ai parlé d'immunité cellulaire et on en vient au laboratoire P4. Les laboratoires P4, probablement vous étiez plein à pas en avoir entendu parler avant. Moi, il se trouve que j'ai un oncle qui a été directeur de Biomérieux. Biomérieux, c'est le siège est à Lyon. Et il y a un laboratoire P4 en plein Lyon. Et il y a 2 laboratoires P4 dans l'Essonne. Et dans les laboratoires P4, donc il y en a environ 60 dans le monde. Et c'est là où ils font de la recherche sur des virus potentiellement dangereux. Alors qu'est-ce qu'on a appris pendant cette épidémie de coronavirus ? C'est qu'apparemment les virus pouvaient fuiter des laboratoires P4 dans Wuhan. Et ça, c'est du fact-check, puisque c'est la presse qui l'a dit. Ils ont écrit qu'il y avait au moins 70-75% de chances que ça ait fuité de Wuhan. Mai 2022, je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas très bien, et j'ai pensé à un film. Regardez ce film si vous ne l'avez pas vu. Ça s'appelle L'armée des 12 singes. C'est avec Bruce Willis et Brad Pitt. C'est un excellent film. C'est sorti dans les années 90. Dans l'épilogue, vous le regarderez, c'est mieux que d'écouter Denis. Il y a un bonhomme en fait qui se balade dans les aéroports et qui répand un vilain virus qui décime toute la planète. Le problème des laboratoires P4, s'ils fuitent et qu'à côté de ces laboratoires, vous avez des populations qui sont en mauvaise santé, qui ont une mauvaise immunité cellulaire, eh bien, ils ont des grandes chances d'attraper cette maladie. En mai 2022, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait un article pour parler de tout ça, et j'ai parlé de la planète des 12 singes. 5 jours après, il y avait la variole du singe qui débarquait. Je ne sais pas. Ou alors, est-ce qu'ils ont eu peur ? Est-ce qu'ils y ont pensé ? Je ne sais. En tout cas, moi, ce que j'ai appris de tout ça, c'est que moins on a peur, moins on a de chances d'attraper un virus. J'ai challengé ma peur. Je suis allé en avril 2020 aux urgences d'Ajaccio, où j'ai mis un masque FFP2, une blouse blanche, une paire de gants, puis une deuxième paire de gants, parce qu'au cas où, ça ne suffisait pas. Et je n'ai jamais attrapé le coronavirus. En revenant de tout ça, j'ai dit à ma famille, vous avez vu, vous n'avez pas eu besoin de m'enterrer et de m'être mort pour la France. L'autre expérience que je peux vous relater, j'ai une très bonne amie pédiatre qui est allée au Nigeria quand il y a eu Ebola. J'avoue que j'étais complètement stupéfié de son courage, et elle est revenue bien vivante aussi. Et vous voyez, Ebola, ça n'a pas décimé la planète. Et j'ai discuté encore récemment avec quelqu'un qui m'a dit, tu sais, c'est pas tant une histoire de virus. Peut-être qu'il y a des virus un peu dangereux dans ces laboratoires, mais peut-être pas tant que ce qu'on voudrait nous raconter. Et il m'a dit, il suffit qu'avec les médias, on fasse peur pour que ça envahisse la population. Et clairement, en janvier 2020, février 2020, on nous a fait peur. J'ai eu un peu peur. Je suis allé prendre des masques à la pharmacie du coin à Montpellier pour me dire, au cas où il y ait tout le monde qui tombe dans la rue, que je puisse aller, ça c'est le bon samaritain, avec mon stéthoscope, avec mes masques, aller sauver des patients. Ce qu'il faut comprendre, et j'ai fait une vidéo en avril-mai 2020, j'avais appelé ça « La bête féroce a envahi la société ». J'avais développé toute cette réflexion sur la peur que notamment Louis Fouché aussi avait abordée. Et clairement, je pense que tout ça, c'est une énorme question de peur et aussi de bonne santé individuelle. Donc si demain, on sort de la peur,
La peur, c'est l'anticipation anxieuse du futur, c'est-à-dire dans mes pensées, je me dis c'est la fin du monde demain, ils vont contrôler toutes nos vies, ils vont nous prendre tous nos sous, on sera très pauvre, je serai privé de liberté. Eh bien, en fait, on nourrit ça. Si vous sortez de cette pensée et que vous vous dites « Nous allons dans un monde d'amour et de paix », ça c'est ma phrase que je rabâche de partout. Nous allons dans un monde d'amour et de paix. Nous serons libres. L'abondance, c'est nous qui l'avons parce que nous avons compris que l'abondance, elle vient de la nature, que les fruits et légumes, ils poussent abondamment dans la nature. Et là, depuis une semaine, j'ai vu personne qui mourait de faim. Les gens ont des fruits et des légumes, m'ont nourri, m'ont accueilli. Et tout ça, ça va nous rassurer. Et je vous assure qu'on a toutes les raisons de sortir de la peur, de prendre soin de nous tous les jours un peu plus, si possible de moins fumer et de moins boire, faire un peu plus de sport. Et je vous assure qu'on ce soi-disant combat, on va le gagner. Et on va être dans un monde de paix qu'on n'aurait jamais autant espéré. Voilà. Je peux encore 2 secondes. Oui, alors, si vous avez lu l'excellent livre de Michel Georget sur le mythe vaccinal, je ne sais plus lequel, le rouge, il y a un schéma où il démontre le parfait équilibre entre le système neurologique, le système immunitaire et le système hormonal. Donc, Denis parle de la peur, qui est donc un perturbateur immunitaire. Il y a d'autres perturbateurs neurologiques. Vous avez la bonne santé hormonale qui passe par une vie sociale, une vie sexuelle, une vie équilibrée. Mais alors, quels sont les perturbateurs immunitaires ? Je les nomme, j'en ai identifié 5, qui sont la malbouffe, les carences alimentaires, le parasitisme, les pollutions environnementales et l'abus de médicaments et de vaccins. Voilà. Eh bien, essayons de développer cette notion de perturbateurs immunitaires qui sont en relation avec les perturbateurs hormonaux et neurologiques. Voilà. Merci. Merci à vous deux. Alors, on vous écouterait bien toute la nuit, mais la salle, elle ferme à minuit. Je sais pas, mais oui, mais attendez, on va passer le micro quand même. Au moins une fois ou deux. Voilà, je suis obligée de vous demander d'aller un peu plus rapidement pour que les collectifs puissent aussi peut-être se présenter. Toi ? Bonsoir, donc je suis le docteur Bouillon de Belgique, et ce que je viens d'entendre, c'est quand même, en tout cas courage à vous deux, c'est bien, c'est un très bel exposé, mais moi je dois intervenir. Je dois intervenir pourquoi ? Parce qu'il faut, en tant que médecin généraliste, il faut continuer à maintenir une information. C'est-à-dire que la peur, Denis, 100% d'accord avec toi. On a peur de rien. Malheur, c'est que les soignants de Belgique et de France ont eu peur aussi. Et cette peur, il faut la faire changer de camp. Alors là où j'interviens, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre, c'est que j'ai entendu que tu as parlé de l'H1N1. Mais à l'H1N1, on a continué à soigner les gens. Chose qui n'est pas le cas avec cette Covid. Alors évidemment, moi je parle ici, pourquoi ? Parce que nous avons continué à soigner les gens, puisque depuis 2016, les personnes sans abri, les personnes démunies, les tuberculoses, les méningites, on les a côtoyées donc, à la Gardère, et on a sourcé plus de 20 000 patients pris en charge Covid depuis mars 2020, avec 10 000 prises de sang. Denis, tu parles en tant qu'urgentiste, et donc j'admire ton travail, mais en tant que médecin généraliste, dès le moment où on a des symptômes, ça veut dire que l'immunité est dépassée et qu'on a besoin d'aide. Ce qui ne se fait pas en France, mais qui se fait en Belgique, c'est la prise de sang par rapport au médecin généraliste. Donc ça veut dire que la prise de sang vous apporte une information importante par rapport à l'infection, par rapport à l'inflammation, par rapport à la coagulation et les dimères, par rapport à la vitamine D, la vitamine C, le zinc, le magnésium, et le glutathion et ça, et l'immunité innée. Donc on sait doser en Belgique les lymphocytes,
les globules blancs, enfin tout ce qui est immunité. Donc ça veut dire que la Covid n'a pas tué une seule personne. Ce virus que je viens d'entendre, 1000 fois raison, ça n'a tué personne. Ce qui a tué, c'est ce que Denis vient de dire il y a 10 minutes, ce sont les surinfections bactériennes et ce sont donc les troubles de la coagulation. J'en parlerai dimanche, mais comment voulez-vous prendre un traitement efficace si les médecins de Belgique et de France disent de rester à la maison pendant 10 jours avec du paracétamol? D'autant plus que quand les symptômes démarrent, il y a déjà cette période d'incubation, ça veut dire que le virus est déjà dans votre corps pendant 6 jours antérieurs. Donc, quand les personnes vont avoir des complications, ils sont au minimum avec 10 à 15 jours sans traitement. Alors forcément, les pneumonies, les infections bactériennes, elles pullulent. Et ceux qui en ont payé les conséquences, ben, ce sont les personnes âgées dans les EHPAD, dans les maisons de repos en Belgique, et ce sont des personnes qui n'ont pas eu cette chance de fortifier leur immunité. Et voilà pourquoi cette prise de sang est importante. Parce que quand j'ai eu la Covid au mois d'octobre 2020, j'avais 6 de vitamine D, forcément, je n'avais pas une immunité renforcée par rapport à cette infection virale. Et donc, la prise de sang, quand elle est faite même en préventif, et que si tous les citoyens de Belgique et de France avaient un taux de vitamine D dans les normes, avec du zinc, avec du sport, avec une alimentation naturelle et avec donc un sommeil et de l'antipeur, il n'y aurait plus à se tracasser de cette Covid. Alors, la grande bataille qu'il faudra mener, c'est pourquoi a-t-on arrêté de soigner les personnes des moments où ils ont des symptômes? Ça veut dire que si vous avez une angine, vous êtes soigné tout de suite. Si vous avez la Covid, vous devez attendre 10 jours. Et c'est ça que il faut se battre. C'est pas au niveau médical, c'est au niveau juriste, au niveau avocat, au niveau tribunal. Il faut des témoignages. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci. Juste, je vais rebondir sur ce que tu as dit. La peur a changé de camp. La peur, elle est dans le camp des vaccinés, 2 doses, 3 doses, 4 doses, voire 5 doses. Ils sont dans même la stupeur. La peur aussi génère de la colère, et des fois ils sont en colère, on le voit. Et ils ne savent pas comment faire. J'ai eu droit, dans mon parcours de médecin vis-à-vis de l'ordre, à avoir 3 experts psychiatres avec mon avocat le 8 novembre. Un des experts psychiatres portait un masque FFP2. Il a fallu que je lui explique à quoi servait un masque FFP2. Et une des questions qu'il m'a posées, c'est quelle est la solution contre les effets secondaires des vaccins. Donc ils en sont à chercher des solutions pour eux-mêmes. Et clairement, la peur est chez eux. Et un jour ou l'autre, ils viendront nous chercher pour que collectivement on rassure. Tu vois, en France, on a eu notre cher député, M. Jean Lassalle, qui a dit publiquement qu'il avait eu des conséquences du vaccin. Ce qui me fait un peu rire, on pourrait être triste de ce qui lui est arrivé. Malheureusement, M. Jean Lassalle, qui est député, je l'avais plus qu'alerté, je l'ai eu au téléphone, j'ai son 06, et je lui avais écrit en avril-mai 2021 avec un mail plus que circonstancié que j'ai relu aujourd'hui pour le montrer à un ami, où il y avait déjà plus de 500 décès liés au Covid et plus de 7000 effets indésirables graves. Et donc il y a des gens responsables dans notre pays, des députés, des maires, des sénateurs, et plein de gens aussi très riches, dans une sphère sociale très riche, qui sont concernés par les effets secondaires de ces vaccins, et ils sont dans la peur, la stupeur et la colère, et clairement elle est dans leur camp, et un jour ils vont venir nous chercher pour leur proposer des solutions, et on en a, et ça on le sait, et on le dit depuis un an et demi, et encore ce qu'on dit aujourd'hui, ça participe aussi à les rassurer, parce que nous on n'est pas, je vais dire un gros mot, nous ne sommes pas racistes, et on est prêt, et je suis prêt à aller soigner aussi les gens, et nous sommes prêts à aller tendre la main à ceux qui se sont fait vacciner pour les soigner, et voilà, les sauver peut-être. Voilà. La peur qui doit changer de camp, ce n'est pas par rapport aux vaccinés, hein, c'est par rapport aux
personnes journalistiques et par rapport à l'ordre des médecins. Mais C'est là qu'il faut mettre la peur. Oui. Pas chez les Mais médecins. ils ont aussi la peur de la justice. On y œuvre tous les jours. Je vais vous donner un exemple par rapport à la peur. Denis, tu connais mon parcours parce qu'on en avait discuté. Donc, les pandémies aussi, il y a 40 ans, il y avait la pandémie SIDA. Il y a 32 ans, le médecin qui me suivait, le professeur Delfrécy, m'a dit que j'avais les deux souches du VIH résistantes. Enfin, à l'époque, de toute façon, elles n'étaient pas résistantes aux médicaments, il n'y en avait pas encore, mais quand il y en a eu, elles étaient résistantes. Et donc, il m'a dit forcément, vous allez mourir. 100% de chance que vous alliez mourir. Et du coup, quand le Covid est arrivé, on m'a dit, vous n'avez pas peur de ce virus? Alors, à l'époque, on disait, il est mortel à létal à 2%. Je dis, bah non, ça fait quand même 98% de chance de vivre. Donc, moi, on m'avait dit 100% de chance de mourir. Oui, mais quand même, comment vous avez fait? Bah, écoutez, j'étais face à la mort, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vécu. Voilà. Donc, j'ai pas les mots d'un médecin, mais en tout cas, ce que j'ai vu dans les services, et y compris dans les services où il y avait des gens en phase terminale, franchement, je voyais les gens décrocher à un moment, céder à la peur, céder abandonner l'envie de vivre. Et à l'inverse, je voyais des gens qui avaient vraiment pas envie d'arrêter de vivre, qui vivaient. Et puis, il y en a eu quelques-uns, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui ont survécu. Et je suis contente de pouvoir vous dire que la peur, c'est vraiment pas la bonne chose à avoir pour le système immunitaire. Et je vous rejoins à 100% dans tout ce que vous venez de dire, messieurs. Merci Loris. Il faut continuer de vivre. Et c'est pour ça qu'on est là. Il y a justement Astrid Askelberger, je pense, qui a parlé récemment là, sur l'épigénétique. Ça rejoint aussi ton... Je ne sais pas si c'est un sujet que tu abordes aussi, Denis. Après, on va pas trop... Moi, je peux vous dire un mot très rapide sur le déterminisme. On est dans un moment de l'histoire assez incroyable, c'est-à-dire que comme ils n'ont pas assez vendu de tests biologiques, ils veulent vendre de la génétique. C'est une vidéo que j'ai faite dès janvier 2022 à partir d'un document sur lequel je suis tombé. C'est une société qui s'appelle PrediLife en France, vous tapez, c'est très simple. Et ils veulent vendre en 2023 100 000 tests génétiques dans les sociétés privées, dans les entreprises, pour dépister soi-disant des anomalies génétiques aux gens et leur proposer des programmes d'accompagnement personnalisés au cas où on leur trouverait une faille génétique. J'ai envie de vous dire, et je crois de moins en moins dans tout ça aussi, nous ne sommes pas déterminés génétiquement à vie, nous ne sommes pas une colonne d'ADN de la tête aux pieds. Et le pendant de ça, et je l'ai appris parce que j'ai quand même fait un diplôme universitaire de méditation qui est enseigné à la faculté de médecine de Montpellier, pour lequel j'étais diplômé en juin 2020. Un des enseignements de ce diplôme universitaire de méditation, c'est que quand on médite, ou quand on fait une activité sportive, ou quand on est bien dans son cerveau, j'ai envie de dire, parce qu'on lit, parce qu'on est détendu, parce qu'on n'est pas stressé, parce qu'on fait de la peinture, de la musique, des choses qui nous apaisent, qu'est-ce qui se passe chez les méditants ? Ils ont l'extrémité de l'ADN qui s'appelle les télomères, qui permet de réparer l'ADN et donc, a priori, de réparer aussi les cellules et de ne pas, par exemple, attraper de cancer. Eh bien, les télomères, chez les gens qui méditent, sont allongés. Et donc ça, c'est des pistes de recherche passionnantes. Et moi, je challenge ma santé mentale et physique tous les jours. J'adore ce moment, c'est un moment assez extraordinaire. Hier, j'ai dit que c'était vraiment une chance de vivre ça. Ça a choqué quelques personnes qui peut-être ont du mal en ce moment. C'est un moment difficile, je le vis aussi personnellement. Mais néanmoins, plus on le challenge et plus on vit, mieux ça va. Très souvent, on me dit « mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Parce que moi, ça fait 1 an et demi que je ne peux plus bosser, mais je vis. Et vous voyez, je vous ai dit un mot sur l'histoire de mon expertise avec des psychiatres, mais en fait, comme c'est eux qui ne vont pas bien, je le sais, et moi je me sens plutôt serein, ben, j'ai pris mon vélo pour aussi voyager, profiter, et
chacun va explorer dans tous ces moments de nouvelles choses et se challenger. C'est l'histoire du coach sportif, du coach mental. Et voilà. Moi, je pense qu'on va aller de mieux en mieux. Voilà. Merci. Merci, Denis.